Et ce qui nous a beaucoup surpris dans les interventions ce qu'on a énormément apprécié, c'est qu'en fait, on est dans des contextes, dans des startups qui réinventent leur marché véritablement, réinventent leur secteur d'activité. On est sur des secteurs qui sont pas évidents. Le secteur les services publics, le secteur du HR qui est très difficile à faire bouger. Ils le font avec une organisation qui est extrêmement product-centrique, une culture qui est extrêmement product-centrique, et ils le font avec des individus très smart, euh, experts dans leur domaine. Et c'est la raison pour laquelle on a voulu faire un talk autour de l'hypercroissance. Donc, merci à eux de nous accueillir. Je vous demande de les applaudir. Merci. Voilà, l'idée de ce talk, c'est qu'on va échanger un petit peu sur ce qui fait les ingrédients, ce que sont les ingrédients de l'hypercroissance, sur plein de thématiques autour de ça. On va se prendre à peu près 25 minutes par talk, puis 5 minutes environ de questions-réponses. Je vous préviendrai quand il restera 1 ou 2 minutes et que ce sera le moment de conclure. Et puis derrière, promis, on aura l'occasion de tous aller boire un verre et d'échanger. Voilà, merci beaucoup. Merci d'accueillir Thomas, qui est Head of Product du Pass Culture. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, habituellement, quand on parle du Pass Culture, il n'y a jamais de bénéficiaire dans la pièce. Et là, il y en a une. Donc, si vous voulez savoir comment marche le Pass Culture, la meilleure personne à qui demander, c'est surtout cette personne-là. Voilà. Alors, pour redire un peu ce que les disait, déjà, on va remercier avant tout Too Good To Go qui nous prête un peu leurs locaux. On cohabite avec eux au quotidien, mais ça, c'est un peu leur espace et ils nous ont permis de venir ici. Et on les remercie. C'est une super boîte. Je ne sais pas si vous avez vu il y a quelques jours, il y a Tim Cook qui a parlé de quelques boîtes innovantes et il a cité Too Good To Go. Donc, je trouve ça. Donc, bon, je ne travaille pas chez Too Good To Go, mais je suis assez fier pour eux, en fait. Donc, en tout cas, on les remercie. Et ça fait peut-être 30 minutes que vous avez ces slides devant les yeux. Donc, je ne vais pas rappeler le titre parce que je pense que grosso modo, vous avez capté. On va parler un peu d'hypercroissance. Et avant de parler de ça, on va peut-être déjà juste réintroduire le Pass Culture parce que, mis à part une personne qui connaît ça très très bien, je pense que pour les autres, c'est peut-être un peu moins clair. Alors, déjà, peut-être, qui connaît le Pass Culture ici? Quelques-uns quand même. OK. Qui a des enfants qui sont bénéficiaires du Pass Culture? Je voulais pas Ok. Bon, alors du coup, je pense qu'il y a un petit rappel qui est peut-être nécessaire. Donc, je vais reprendre les mots de Sébastien Cavalier. Alors, c'est un peu, c'est grand, c'est dit, quand il le dit, c'est très éloquent. Alors, quand je vais le dire, ça va être un peu moins. Mais grosso modo, la raison d'être du PASS, c'est de former des citoyens éclairés quand il est vrai que la culture joue un rôle important dans le développement de l'individu. Donc, en gros, quand on dit ça, si je reprends ça avec des mots qui seraient les miens, c'est de dire qu'on part du principe que la culture, c'est hyper important dans le développement de l'individu et que l'idée du PASS culture, c'est qu'aujourd'hui, on essaye de diversifier les pratiques culturelles des jeunes, mais que la suite logique de tout ça à horizon de 10 ans, c'est aussi de créer une population qui soit plus curieuse, plus critique, qui soit, on va dire, plus intéressée par la culture, et on trouve que c'est hyper important pour nous. Donc, en fait, ce que fait le Pass Culture, aujourd'hui, on le mesure de manière assez régulière à l'échelle du mois, de l'année, mais le véritable impact du Pass Culture, on est persuadé qu'on le mesurera dans une dizaine d'années. Donc, comment ça se traduit dans une mission au quotidien? L'idée, c'est d'intensifier et de diversifier les pratiques culturelles des jeunes. Donc, quand on dit intensifier, c'est s'ils ont des pratiques, faire en sorte qu'ils en aient plus. Et s'ils n'en ont pas, faire en sorte qu'ils en créent. Et quand on dit diversifier, c'est que si aujourd'hui, ils aiment bien aller au cinéma ou ils aiment bien lire des mangas, bah, finalement, petit à petit, les amener vers des pratiques culturelles vers lesquelles ils ne seraient pas allés naturellement. Donc, on garde en tête tout le temps le fait qu'on doit être un bien public qui est disponible à tous, à tous les personnes éligibles aujourd'hui. Et quand on dit tous, c'est finalement pas que les jeunes en métropole, pas que les jeunes scolarisés, c'est aussi essayer d'aller toucher la plus large population possible. En direction, en premier lieu, de la jeunesse et du secteur culturel, avec les moyens qui nous sont donnés du ministère de la Culture. Et enfin, d'être présent dans toutes les régions. Donc, comme je disais, pas forcément en métropole, aussi dans la Creuse, aussi en Ardèche, et faire en sorte qu'on ait des acteurs culturels qui nous accompagnent et qui nous permettent finalement d'avoir des offres un peu partout. Donc, comment ça se matérialise au quotidien? Et je vais essayer de le faire assez rapidement, parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de mains levées. C'est une application qui est gratuite, qui est géolocalisée. Le jeune télécharge une application, il s'identifie. En fonction de son âge, on lui confie un crédit de 20, 30 euros
Alors 20 ans, 20 euros pour les 15 ans, 30 et 30 pour 16-17, et puis alors le Graal, c'est 18 ans, là ils ont 300 euros et tout se passe bien. Depuis janvier, on a ouvert aussi une part collective. Alors la part collective, elle est plutôt destinée aux professeurs qui peuvent mettre en place des activités culturelles pour les jeunes de la 4e à la terminale, mais également sur en CAP, en BEP, etc. Et la somme totale, c'est 120 euros par jeune sur la durée de, de leur scolarité pendant ce moment-là. Donc, en gros, le Pass Culture, on a un enjeu d'aller chercher les acteurs culturels d'un côté, puis d'aller chercher les jeunes de l'autre. Donc, si on veut un peu vulgariser tout ça, on est plus ou moins une marketplace. Et la manière qui nous distingue véritablement d'une véritable marketplace, celle qu'on connaît aujourd'hui, c'est que nous, on ne regarde pas vraiment le chiffre d'affaires qu'on génère, ni même le nombre de jeunes qui sont inscrits. C'est un truc qui est important pour nous, mais ce n'est pas vraiment ça la finalité. Le nombre d'acteurs culturels, c'est un moyen, c'est faire en sorte qu'on ait des offres qui soient diverses. Mais finalement, le truc qui est vraiment important pour nous, c'est de mesurer l'évolution des pratiques culturelles. Et je pense que ça pourrait donner lieu à un deuxième meet-up pour vous dire comment on mesure tout ça, parce que c'est pas simple. Et je crois qu'il y a Cyril dans la pièce qui est lead data et qui sera ravi de vous en parler le jour où on pourra vous accueillir de nouveau. Donc, c'est effectivement ça qui nous anime au quotidien. Et finalement, quand on le traduit dans nos produits, on a un portail pour les acteurs culturels, où là, notre enjeu, c'est d'aller créer un catalogue qui soit le plus diversifié possible. Et puis ensuite, on a plutôt la partie B2B, où on a une application pour les jeunes et une application pour les professeurs. Et là, l'idée, c'est de faire en sorte qu'on diversifie les pratiques culturelles. Le catalogue en 2 mots, franchement, c'est à peu près tout ce que vous pouvez trouver en matière de culture. Je vais faire un peu la liste non exhaustive, mais c'est des places de concert, des abonnements de plateformes de streaming, des biens culturels, que ce soit des CD, des livres, etc. Enfin, en gros, à partir du moment où vous imaginez quelque chose et vous dites, tiens, ça peut être plus ou moins de la culture, grosso modo, vous pouvez le trouver sur le Pass Culture. Et juste pour faire un test, à votre avis, sur les 4 offres que vous voyez là, et je pense que vous les connaissez toutes, peut-être que ça, c'est peut-être un peu plus obscur, parce que moi, je ne connaissais pas, pour être tout à fait franc. Quel est, selon vous, celui qui a été le plus réservé sur les 30 derniers jours? Et alors, on va peut-être. Qui pense que c'est One Piece? Bah ouais, forcément. Le deuxième, personne ne connaît, donc OK. Le troisième, ouais, égalité avec One Piece. Et le quatrième, une personne. OK. Alors, en l'occurrence, c'est celui-là qui a été réservé le plus. L'offre la plus réservée de toute l'histoire du Pass Culture, c'est Canal+. C'est une offre d'abonnement de 3 mois, je crois. Et alors, le truc, c'est que les petits malins qui veulent s'abonner plusieurs fois et faire un an d'abonnement, c'est pas possible. Ils peuvent le réserver qu'une seule fois. Le livre le plus réservé, c'est celui-ci, que je ne connaissais pas personnellement, mais les jeunes doivent mieux le connaître que moi. Et finalement, en fait, ce qu'on constate, parce qu'il y a quand même beaucoup de détracteurs qui disent que le pass culture, c'est le pass manga, en fait, ce qu'on constate, c'est que le mois dernier, on était plutôt le pass cinéma, et que cet été, on sera peut-être le pass festival, parce qu'il y a beaucoup de places de festivals qui transitent vers le pass culture, et que finalement, en fait, le truc qui nous définit le mieux, c'est le pass culture et pas forcément le pass manga ou autre. Et par ailleurs, on est quand même assez content aussi que les jeunes achètent des mangas, parce que si c'est par ce biais-là, qu'à 15 ans, ils rentrent dans la culture et qu'ils rentrent dans une librairie et que finalement, petit à petit, le libraire les amène vers quelque chose d'autre, on dit que nous, on aura joué un rôle là-dedans. Et alors, bon, là, c'est le moment un peu vanity metric. On est hyper content de nous. On a 1 an, 2 millions d'utilisateurs aujourd'hui, de jeunes actifs, 70% de pénétration pour les 18 ans, donc ça marche plutôt bien. 14 000 acteurs culturels embarqués, 10 millions de réservations validées, et puis aussi top 5 dans l'App Store et le Play Store. On est à côté des Netflix, TikTok, etc., qui sont des gens qui sont bien plus, énormément de ressources, énormément de notoriété. Donc, du coup, on est assez fiers de nous là-dessus. Et finalement, transition parfaite pour ensuite vous expliquer finalement comment on en est arrivé là en si peu de temps. Et je vais passer la parole à Vincent. Micro, télécommande. Yes, merci beaucoup, merci Thomas. Donc effectivement, l'objet de ce talk initialement, c'est l'hypercroissance. On va parler de ça finalement, après l'intro du Pass Culture, et en particulier de cette période où on est passé 250 000 utilisateurs à 1 million en quelques jours, ce qui n'était pas sans dégâts, vous vous en doutez. Et ce sera tout l'objet, et on vous laissera partir avec des bons takeaways pour pas que ça se reproduise pareil chez vous. Un peu de contexte. Février 2019, le Pass Culture rentre en expérimentation dans 5 départements. Donc c'est un premier test, il y a 10 000 jeunes en taille de marché qu'on va rapidement toucher, ce qui va nous donner l'opportunité d'expliquer à nos stakeholders qu'il faut continuer, donc le ministère de la Culture. Et on va toucher du coup ensuite 9 départements de plus en juin 2019 pour arriver à 14 départements. Donc là, vous sentez arriver le Covid qui n'est pas très loin. On a quand même, il n'est pas encore annoncé à cette époque-là. Et nous, on est toujours dans une phase où on veut croître. Alors on se dit, on va toucher toute la France. Mais du coup, non, Covid. Roselyne Bachelot, je ne sais pas si c'était elle à l'époque, mais elle a dit non. La Haute Autorité de Santé, c'est un non aussi. Et évidemment, le président de la République, c'est un non. Mais petit à petit, le Covid passe.
et on a une proposition d'ouvrir le pass culture à peu près au même moment que la réouverture des lieux culturels, début mai 2021. Donc finalement, on a eu un peu moins de 2 ans pour préparer cette grosse ouverture. Évidemment, on a tout préparé à la fin, où justement on allait passer de 150 000 à 850 000 utilisateurs en taille de marché, donc les jeunes bénéficiaires de 18 ans, qui sont le nouveau target en mai 2021, toute la France métropolitaine et d'outre-mer. Donc là-dessus, évidemment, il y a eu plein de challenges pour toutes les équipes de l'entreprise, le support, les opérations, la communication, le market, tout ce que vous voulez. On va se focus ici surtout sur le produit. Donc on peut imaginer des trucs assez bateaux qu'on avait anticipés. On s'est dit, bon, ben, on va faire une projection de la croissance du nombre d'utilisateurs, ce qui paraît pas déconnant. On a profité du temps Covid pour préparer un nouveau produit. Donc initialement, on était sur un produit web qui était un peu grisonnant. On a fait une application mobile hyper stylée avec des très bons parcours UX UI pour améliorer notre activation et notre rétention une fois que les 850 000 nouveaux jeunes seraient dessus. On en a profité aussi pour passer chez GCP. On a mis une infra en place beaucoup plus solide. On a testé nos parcours, bien entendu. On avait des QA qui étaient à fond sur la recette. Et puis, on a fait quelques analyses de dépendance sur les partenaires techniques, les SaaS desquels on dépendait. Donc, on peut se dire que ça, c'est suffisant. Mais on va voir que non. 21 mai 2021, D-Day. On va voir comment ça va se passer. Donc, on peut voir ici en Y le nombre d'utilisateurs inscrits. Et la fameuse projection qu'on avait anticipée pendant la phase de préparation. Donc ici, on voit qu'on a une projection de quelques centaines de milliers d'utilisateurs en quelques mois. Donc on va atteindre un peu plus de 500 000 utilisateurs en fin d'année 2021. Et finalement, le matin de la généralisation, ça se passe plutôt comme prévu. On a quelques inscriptions organiques qui ressemblent à peu près à la courbe. Mais en milieu de journée, une petite surprise nous attend. Emmanuel Macron fait un TikTok et un post sur Instagram à destination des jeunes. Et ils vont chacun respectivement générer 2 millions et 4 millions de vues. Donc là, évidemment, on s'attendait à ce qu'il y ait un petit peu de publication en fait, dans les médias de cette extension du Pass Culture à toute la France, mais pas du tout autant. Alors, inévitablement, effet de bord, Twitter, ça devient viral. On est en top tweet. Personnellement, je ne m'attendais pas à ça. On a plus de 80 000 mentions qui parlent du Pass Culture, 50 000 personnes qui en parlent. Et puis, ben, comme dirait Sacha, c'est un bordel à la FNAC, il y a tout le monde qui vient utiliser son pass culture, ben, c'est aussi un bordel dans tous les lieux culturels de France où les jeunes se ruent pour acheter des CD, des DVD, des instruments de musique et tout un tas de choses. Alors c'est évidemment aussi le bordel chez nous, parce que le produit ne s'attendait pas à avoir autant de charges, autant d'utilisateurs qui voudraient créer des comptes à ce moment-là en même temps. C'est vraiment une question de charge. Et donc pour vous donner une représentation de la réalité qui est totalement celle-ci, hein, on n'a pas triché sur les chiffres. Clairement, on n'y arrive pas. Donc, on avait l'habitude d'avoir 50 000 call API par heure avant la généralisation. Et là, on se retrouve avec des pics de plus de 3 millions de call API par heure. On était habitué à avoir côté support quelques dizaines, centaines, parfois milliers de messages chaque jour. Et là, on est à plus de 40 000 messages la première journée. Donc, très rapidement, l'équipe produit comprend, l'équipe tech et toutes les équipes du Pass Culture comprennent que la soirée va être très longue, la nuit va être très courte et les prochains jours risquent d'être un peu difficiles. Alors, si on regarde un petit peu en détail ce qu'on pourrait considérer qui ne s'est pas très bien passé, il y a 3 points principaux. Et ça va être les 3 axes d'amélioration avec lesquels vous pourrez repartir finalement. Le premier, c'est la clé de voûte et vous vous en doutez. On a eu une projection beaucoup trop optimiste ou beaucoup trop pessimiste de cette croissance et ça a déteint finalement sur l'intégralité de l'organisation. Donc pour donner 2 exemples très concrets de l'impact de cette sous-évaluation de la croissance, les bugs. J'aime bien dire que le grain de sable s'est transformé en désert. Imaginez un bug qui touchait avant la généralisation sur l'application mobile qui venait de sortir, quelques dizaines ou centaines d'utilisateurs, un bug comme des jeunes qui ont un Huawei P5 qui n'a pas été mis à jour depuis 2012. Évidemment, c'est marginal, c'est pas priorisé dans la liste de nos bugs, et à juste titre, parce que ça touche assez peu de monde. Mais quand c'est 100,
jeunes deviennent 1000, 2000, 5000 jeunes, là, on commence à avoir un problème. Et ça nous est arrivé. Le deuxième point qui est très important et là où on a été beaucoup touché, c'est sur nos dépendances aux third party. Donc en particulier, on a un parcours de vérification d'éligibilité pour les jeunes, de manière à ce qu'ils obtiennent leur crédit. On leur demande de vérifier leur identité à travers une pièce d'identité, carte d'identité, passeport, etc. Et on avait bien entendu donné des chiffres à notre partenaire technique qui nous avait dit aucun problème, je tiendrai la charge. Mais ce qu'on lui avait pas dit, c'est qu'il y en aurait 10 fois plus. Donc très rapidement, on a dû mettre des files d'attente en place, mettre les jeunes de côté et leur expliquer que malheureusement, ils ne pourraient pas s'inscrire et obtenir leur crédit immédiatement. Donc ça, c'était le premier problème qui était vraiment lié à cette croissance beaucoup trop, cette estimation beaucoup trop optimiste finalement. Le deuxième point sur lequel on avait un bel axe d'amélioration, c'est le process de delivery en urgence, qui était plutôt instable. Donc pour redonner du contexte, on a fait le choix, pendant la phase de préparation à cette généralisation, pendant le Covid, de développer un nouveau produit, une nouvelle application mobile, qui aurait, finalement, un gros avantage en termes d'activation et de rétention, puisque les jeunes auraient des parcours beaucoup plus efficaces, beaucoup plus, polis. On a fait également le choix de refaire notre infrastructure pour être mieux préparé à cette, généralisation, mais les risques, de ces nouvelles ouvertures et de la sortie de ces nouveaux produits, c'était qu'on soit un peu trop immature et que ce soit trop proche de la date de généralisation qui a été choisie, on le rappelle, hein, à travers une décision politique de la réouverture des lieux culturels. Et donc finalement, à vouloir généraliser et s'étendre d'un coup sur presque 1 million d'utilisateurs, sur un produit, très instable, très neuf, on a manqué de recul, de maturité, côté produit, côté design, côté dev, pour être capable rapidement d'identifier la provenance d'un bug, identifier comment le résoudre, trouver des alternatives et en particulier à pousser des solutions, donc résoudre ces bugs. Tout le process de hotfix, géré par les devs. On avait l'habitude, nous, de travailler sur, du web, heu et donc du coup, il suffisait de taper quelques commandes, dans le terminal pour envoyer nos modifications en production et résoudre les problèmes. Sauf que là, on s'attaque, à un domaine un peu plus complexe, l'application mobile qui passe par les stores d'Apple et Google et donc finalement, on est dépendant d'eux. C'est-à-dire que même si on est le plus rapide du monde, il y aura une vérification qui sera faite par eux et ça nous a, inévitablement aussi ralenti, dans notre process. Et je pense que ce qui est hyper important sur ce point, c'est qu'on peut merder, on peut faire des erreurs, on peut créer des bugs, on peut voilà, c'est des choses qui arrivent. Mais là où on doit être, vraiment, bon, c'est sur la rapidité en fait, à résoudre les problèmes, que rencontrent nos utilisateurs pour apporter une satisfaction le plus rapidement possible. Sur le dernier point de ce qui s'est pas extrêmement, bien passé ou qui aurait pu mieux se passer, c'est l'orga produit. Donc finalement, on a eu pendant toute cette phase de préparation quelques équipes en particulier qui ont préparé cette phase, d'extension du pass culture et donc qui ont beaucoup travaillé sur les parcours critiques, qui les maîtrisaient bien. Mais au vu de cette croissance, hyper rapide, en fait, on n'avait pas suffisamment d'équipes qui étaient préparées. Et donc, quand il a fallu déclencher des astreintes ou quand il a fallu avoir tout le monde sur le pont, on s'est rendu compte que pas suffisamment de personnes, que ce soit dans des domaines divers et variés en dehors du produit ou au produit sur design, dev, etc., PM, il n'y avait pas assez de connaissances, donc on ne pouvait pas prendre des décisions éclairées sur les next steps et comment on allait résoudre tel ou tel problème. La deuxième chose, c'est qu'on était, finalement dans des cycles classiques, de discovery, de delivery. Heu, les squads, les équipes produits continuaient, à travailler sur leurs objectifs et on n'a pas vraiment, mis un un point de focus en particulier sur la généralisation arrive, on risque d'avoir des problèmes, heu, il faut dédier du temps, il faut savoir que, tout ce qui est dans la roadmap aujourd'hui, ça sort pour vraiment préparer ce point-là et ça nous a coûté cher. Faut que tu cliques. Merci Tristan. Alors bon voilà, je dépeins un tableau qui est quand même, un petit peu sombre, mais il faut pas s'arrêter là. Il faut savoir que cette phase, de cette généralisation du pass culture à la France, tout entière, c'était une expérience, déjà qui était incroyable, heu,
en termes d'équipe. On a été très soudés, on s'est beaucoup vus, nuit et jour. Et c'était finalement, avec du recul, un moment assez incroyable qu'on attendait depuis si longtemps. On en parlait depuis des années. Donc c'était vraiment la consécration et un moment fort pour tous. Donc déjà côté équipe et puis côté utilisateur, même si on a rencontré quelques difficultés et eux aussi inévitablement, faut savoir qu'on a quand même eu l'intégralité des jeunes qui ont finalement pu s'inscrire en quelques jours. Et aujourd'hui, on a une application mobile dont la note sur les stores est de près de 5, hein. Je crois qu'on est à 4,6 ou 4,7 sur 5. Et pour donner d'autres métriques, on a un NPS qui est à proche de 70, donc presque excellent. Donc voilà, ça a été difficile, mais finalement, ensemble, on a pu passer outre toutes les difficultés. Alors évidemment, vous le voyez peut-être venir, euh, on est passé de 10 000 à 150 000 à 850 000 utilisateurs. Pourquoi s'arrêter là? Nos stakeholders, ministère de la Culture ou notre CODIR, c'est évidemment saisi en fait d'une nouvelle opportunité. Comment est-ce qu'on pourrait aller plus loin sur cette politique publique et comment est-ce qu'on pourrait aller plus loin pour toucher les jeunes et leur inculquer toute cette culture en fait qui est si riche en France? Donc, est-ce qu'on n'irait pas finalement toucher les jeunes un peu plus tôt, de 15 à 17 ans? Et vous l'aurez compris, c'est 3 fois le volume, des jeunes qu'on avait, touchés en mai 2021, donc les jeunes de 18 ans. Maintenant, on s'attaque aux 15 à 17, c'est-à-dire qu'on va faire l'équivalent de 3 fois ce qu'on vient de faire. Alors, là, ça ne fait plus peur. Pourquoi? Parce que, bah, on a déjà fait beaucoup d'erreurs sur la première généralisation et cette fois-ci, on est beaucoup mieux préparé. Donc on a 6 mois pour se préparer, on va les utiliser à bon escient. Et pour répondre déjà au premier problème qu'on avait identifié tout à l'heure, qui était, finalement la projection de croissance beaucoup trop faible. Cette fois-ci, on va se préparer au pire et au pire du pire. C'est-à-dire qu'on va avoir un éventail de scénarios, du plus optimiste au plus pessimiste, mais vraiment en imaginant, que tout le monde parle de nous et que l'intégralité des jeunes tentent de s'inscrire au même moment. On va ensuite avoir, un process, humain, je dirais un process de gestion de crise, beaucoup plus précis. Donc, on va définir des astreintes bien en amont, s'assurer qu'on a toujours les personnes nécessaires pour chaque problème éventuel. On va également bien définir qui contacter à quel moment, qui contacter au support, qui contacter à la com, de leur part, qui contacter au produit, justement pour résoudre le plus rapidement possible les différents problèmes. Et on va également mettre en place des backup plans pour tous nos partenaires techniques desquels on dépend, et notamment, encore une fois, sur le parcours de KYC, qui nous avait posé beaucoup de problèmes à la première généralisation. Donc cette fois-ci, on est déjà sur nouveaux partenaires, qui a davantage de règles de fraude, heu, de sécurité et qui a une rapidité beaucoup plus importante pour traiter les dossiers et qui a également beaucoup plus de gestion de la charge. Mais on va également mettre en place un deuxième moyen d'authentification à travers un parcours qui s'appelle EduConnect, hem, qui est un peu comme France Connect que vous devez bien connaître, et qui est pour les jeunes du coup scolarisés. Comme ça, si l'un tombe, l'autre restera. Le deuxième point, c'était tout à l'heure, que notre process de delivery était trop instable. Alors cette fois, on scale sur un produit qu'on connaît bien, sur un produit qui a été éprouvé par ses utilisateurs, d'une part, donc l'intégralité, des bugs, que ce soit des high, des medium ou des low, on les a en ligne de mire, ils ont été corrigés et on est sur, un produit finalement qui est beaucoup plus sain que la première fois et où on sait que le grain de sable ne deviendra pas un désert. Le deuxième élément, c'est que, encore une fois, on a le droit de merder, mais il faut savoir répondre hyper rapidement. Et là, on a des process de hotfix qui sont hyper rapides, qui ont été calibrés et qui sont clairs et documentés suffisamment pour que chacun puisse s'en saisir, surtout dans l'équipe dev, chacun puisse à tout moment euh, corriger un éventuel problème. Et finalement, on a une excellente communication qui a été mise en place pour s'assurer qu'il n'y ait aucun élément qui soit incompris ou des éléments qui soient donnés par le support qui ne soient pas corrects, etc., etc. Finalement, le troisième élément, pardon, c'est l'organisation du produit. Donc on en parlait tout à l'heure, ce single point of failure, avec simplement quelques PM designers ou dev qui étaient en maîtrise des sujets et qui pouvaient intervenir rapidement. Cette fois-ci, on a bien anticipé. On a formé l'intégralité des équipes aux différents parcours critiques, aux différentes
problèmes qu'on aurait pu rencontrer. Et donc, on est assuré qu'à chacun des moments, on aura une personne qui sera référente et qui pourra prendre des décisions éclairées pour faire avancer la situation. Et finalement, un point assez important et qui sonnera, je pense, dans la tête de chacun des PM, on nous dit souvent qu'il faut sortir la tête du guidon, qu'on est trop dans le delivery, qu'on n'est pas assez dans le discovery. Il y a des moments comme cela où il n'y a aucune place pour le discovery. Et notre seule mission, c'est de faire en sorte que les performances soient excellentes, les parcours soient excellents, et que finalement ces parcours critiques d'inscription de KYC, que chacun des jeunes puisse, même dans des volumes énormes comme on a pu avoir, en profiter et avoir voilà, un service minimum viable, quoi. Et c'est ce qu'on a fait. Les PM étaient prêts, ils avaient la tête dans le guidon pour une fois. Et on a réussi du coup, avec tous ces éléments, à avoir une deuxième hypercroissance en douceur. Donc je vais reprendre les 3 éléments parce que je pense que c'est vraiment ceux-là avec lesquels vous devez repartir. Le premier, c'est imaginez pas que ça va bien se passer. Il faut se préparer vraiment au pire du pire. C'est ça qui pourrait arriver, c'est ça qui nous est arrivé la première fois. Le deuxième, c'est que voilà, encore une fois, la troisième fois que je le répète, on peut merder, on a tous le droit de merder. Il y a des bugs, voilà. Mais il faut savoir répondre rapidement. Ça, c'est vraiment la clé. Et le troisième, ça va être l'orga product. La tête dans le guidon, parfois, c'est nécessaire. Il faut l'accepter. Et il n'y a pas de honte, en fait, à ne pas faire du discovery tous les jours. Donc, pour résumer la situation, le Pass Culture a connu en moins d'1 an 2 phases d'hypercroissance successives. La première en mai 2021, une belle marche de près d'1 million d'utilisateurs qu'on aura gagné en quelques jours et pendant laquelle on aura appris beaucoup de nos erreurs. Et puis la deuxième, courant janvier 2022, où on aura fait 3 fois ce volume-là. Et pour le coup, ça se sera passé beaucoup mieux, ayant appris encore une fois de nos erreurs. Alors, on parle beaucoup d'hypercroissance, mais derrière l'hypercroissance, il y a évidemment un rythme de croisière à trouver, des méthodes à appliquer, une organisation à trouver pour réussir à faire continuer à croître l'entreprise, continuer à faire croître notre nombre d'utilisateurs, faire croître la rétention et tout autre type de métriques. Et du coup, je vais laisser Tristan maintenant parler pour cette troisième partie de la croissance après l'hypercroissance. Pendant cette hypercroissance, on a profité pour vraiment scale l'organisation et se mettre vraiment en mode impact driven, parce qu'on n'était pas forcément avant ces 2 hypercroissances. Mais aujourd'hui, on a une organisation impact driven, donc assez rodée. Donc je pense que c'est quelque chose que vous connaissez déjà, c'est-à-dire on définit la North Star métrique, on définit les objectifs de l'année, de là découlent les OKR du trimestre, la roadmap est déterminée indépendamment de chaque squad selon ses OKR, et enfin on mesure l'impact, évidemment c'est rétroactif et ça permet de définir les objectifs. Donc ça, c'est l'organisation impact-driven classique. Et vous allez vous demander, mais finalement, donc nous, Pass Culture, on est assez singulier dans l'écosystème des startups, puisqu'on est à la fois une startup, mais on est détenu par l'État, et donc on est à utilité publique. Donc si vous vous demandez la question, qu'est-ce qui change quand vous êtes PM ou même product designer, quand vous êtes au Pass Culture, en fait, c'est assez classique. Donc nous aussi, on a des funnels, on a des métriques optimisées, donc le framework ARR. Et il y a juste une petite subtilité par rapport à ce qu'a dit Thomas, c'est que nous, notre North Star métrique, c'est la diversification des pratiques culturelles des jeunes. Et donc, on est moins focalisé sur le revenu que peuvent être une startup classique. Donc, finalement, dans le framework, la seule chose qui change, c'est cette étape ici. C'est-à-dire, on va surtout être sensible et se mettre comme objectif à la diversification. Voilà, donc après, un petit mot sur notre organisation. Donc, on est organisé en tribe et squad. Donc, c'est un peu le reflet de l'orga et en impact driven. Ensuite, chaque squad a une métrique à optimiser. Donc, ça, c'est sur notre page Notion publique. Si jamais vous êtes intéressé, vous pourrez le voir. En gros, chaque squad a une métrique à optimiser et après, elle est autonome dans la définition de sa roadmap. Donc, une organisation en impact driven plutôt classique. Et voilà. Et tout ça pour dire, finalement, maintenant qu'on a connu cette hypercroissance, c'est bien, mais qu'est-ce qu'on fait? Donc, les 2 hypercroissances qu'on a connues, ça nous a permis de très rapidement acquérir une part de marché. Mais évidemment, ce n'est pas suffisant. Et notre objectif, c'est finalement de gagner tout le marché. Donc, vous voyez que selon les classes d'âge, on a une part de marché qui peuvent être assez différentes. Donc, la principale raison, c'est que 18 ans, donc déjà, on est ouvert en mai, alors que 15, 16 et 17 ans, c'est plus récent.
Et surtout, il y a on donne 300 €, donc c'est forcément plus attractif. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le taux de pénétration chez les 18 ans, il est plus élevé que chez les autres. Et finalement, bah voilà, ça c'est l'état de notre pénétration du marché maintenant. Et qu'est-ce qu'on fait? Bah, après, on a plus des process de croissance classiques. Et du coup, on essaye d'améliorer notre acquisition et notre activation. Donc finalement, comme n'importe quelle boîte. Donc dans l'acquisition, un point qui nous tient à cœur, c'est rendre l'application plus accessible. Donc déjà, très prosaïquement, parce que ça nous permet justement d'atteindre nos 100% de pénétration par génération, dans le sens où on permet à des personnes handicapées, donc moteurs, psychologiques, à pouvoir utiliser l'application. Donc il y a même une squad dont l'objectif est justement est un score d'accessibilité, et donc d'optimiser ce score d'accessibilité. Après, deuxième chose pour l'acquisition, c'est créer un mécanisme de referral qui, pour notre cas, peut être particulièrement efficace, vu que finalement la culture, c'est une activité sociale. Donc, on consomme beaucoup de contenu et de services culturels en fonction des recommandations de vos pairs ou de vos amis. Et donc, un mécanisme de referral peut être particulièrement efficace chez nous. Et enfin, c'est classique optimisation de funnel. Donc, le moment où le jeune télécharge une application, il crée un compte. Donc, on a un drop, comme n'importe quelle startup. On cherche à l'optimiser. Et funnel d'activation, vu que pour nous, pour que le jeune ait son crédit, donc il y a un process de KYC, donc Know Your Customer, où on vérifie l'identité du jeune. Donc voilà, c'est nos deux principaux funnels qu'on essaie d'optimiser. Et donc, aujourd'hui, on a un marché, enfin notre taille de marché, c'est les jeunes de 15 à 17 ans. 15 à 18, pardon. 15 à 18 ans. Et pour eux, donc on a construit une application, globalement c'est une marketplace, où on a un énorme catalogue culturel, de loin le premier en France, et sans doute un des premiers d'Europe. Et finalement, la question qui se pose, pourquoi se borner à ce marché-là? Parce que finalement, on a créé un catalogue d'offres culturelles, mais quand vous réfléchissez au marché, notre marché, c'est toute personne qui a consommé un contenu culturel, donc qui est allé au cinéma, qui a lu un livre, qui a acheté du matériel d'art, qui est allé au musée, qui a vu un spectacle. Du coup, vous tombez à peu près sur tous les Français. Et du coup, finalement, notre marché à acquérir, c'est les 55 millions de Français de plus de 15 ans. Donc voilà, donc ça c'est notre objectif à terme. Donc ça c'est plutôt une vision à 3 ou 5 ans bien sûr, parce que c'est plutôt complexe. Actuellement, l'application, elle est surtout utilisée par les jeunes, donc qui reçoivent un crédit. Et une fois que le crédit a expiré, l'application apporte très peu de valeur, parce qu'elle n'est pas vraiment conçue pour être utilisée une fois qu'on n'a plus de crédit. Mais on explore des stratégies produits. Donc ça, on est vraiment en mode exploration de différentes stratégies produits. Donc la première, qui peut être la plus naturelle, c'est payer sur Pass Culture. Vu qu'actuellement, il n'y a aucun moyen de paiement possible. En gros, le crédit se fait via un portefeuille électronique. Donc, le jeune reçoit 300 € de crédit et il peut le dépenser, mais aucun moyen de recharger, aucun moyen pour une personne comme moi de payer directement. Donc, ça c'est la première stratégie pour essayer d'adresser ce marché. Le deuxième, c'est devenir un média, vu qu'une fois que le jeune a dépensé son crédit, donc une fois qu'il a 18 ans, voilà, il a dépensé 300 €, l'application ne lui donne aucune valeur. Il n'y a aucune valeur dans l'application pour qu'il revienne. Donc, un des leviers qu'on pourrait faire, c'est devenir un média, c'est-à-dire soit créer du contenu culturel, soit devenir un curateur de contenu culturel. Et une dernière stratégie, c'est devenir le GPS de la culture. En gros, devenir le catalogue de référence des activités culturelles en France. Et donc, un cas d'usage typique, disons que vous allez à Orléans ce week-end, vous voulez connaître la vie culturelle d'Orléans, vous ouvrez votre Pass Culture et vous avez toutes les expos, les librairies, les musées, et vous pouvez utiliser Pass Culture comme moyen de réservation dans ces lieux-là. Voilà, donc ça montre qu'on aura sans doute de futures hypercroissances à venir, mais heureusement, maintenant on est prêt et tout se passera bien. Voilà, pour finir, évidemment, comme n'importe quelle boîte en hypercroissance, on recrute. Comme vous avez vu, il y a plein de challenges, encore à résoudre. Donc, on recrute en product management, product design et marketing. Donc, nos offres sur Welcome to the Jungle. Donc, voilà. Et à la data et en dev, enfin, à peu près partout. Vu qu'on croit, voilà. Donc, n'hésitez pas à venir sur Welcome to the Jungle et à postuler si ça vous intéresse. Voilà. Et merci beaucoup.